En fait, j'ai découvert finalement que toutes ces connexions, c'est super, mais quand on fait une campagne avec les États-Unis, par exemple, bah là, du coup, on perd complètement l'interopérabilité des différents de tout ça, et je sais pas trop comment faire quand on a des données qu'on a acquises sur un bateau américain. Ah oui, sur un bateau américain. Mhm. Parce Hem, qu'il n'y a plus de numéro Edmo, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, on est dans un autre monde. après, alors là, parce que c'est pas moi qui gère la déclaration des campagnes, mais je sais que, on le fait de déclarer, bah, du coup, de déclarer la campagne américaine, mais dans notre base à nous, quand il y a D'accord. des collaborations. Donc ça, c'est possible de faire ça et du coup, par ce biais-là, bah, on pourra avoir accès à tous ces services, toutes ces métadonnées associées, en fait. Ok. Je pense que et récemment, bah, c'était, comment ça s'appelait? Eureka, 4 Mhm. dans Ouais. et ben, il y avait plusieurs bateaux et Oui. dont des Américains et donc là, je sais qu'on a déclaré aussi, les campagnes réalisées à bord des autres bateaux. Mais du Autres que coup, français, en fait. vous faites une Mmh. fiche CSR ou associée ou pas du tout? Ou c'est impossible? Alors est-ce que, on crée un CSR? Alors je sais qu'on l'a créé dans notre base locale, mais est-ce qu'on l'a déclaré au niveau européen? Ça, je ne sais pas. Faudrait que je vérifie. Mm. Ça, c'est à vérifier. Ok, Ouais. c'est ma question. Et Claire, donc en fait pardon, ouais, pardon, je excuse-moi. non, non, il y a pas de souci. En fait, je vous ai parlé du catalogue CSR parce que j'ai juste eu le temps de regarder rapidement, ce que Nicolas avait envoyé, comme métadonnées à renseigner. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de métadonnées et que vous pouvez retrouver ces métadonnées, vous pouvez les retrouver dans le CSR si vous cherchez votre campagne. En fait, ce catalogue CSR, c'est un reflet de ce que nous on a, dans la base des campagnes. Donc voilà, ça pourrait être un moyen pour vous de retrouver toutes ces métadonnées, et de mettre des outils machine to machine en place pour les récupérer de manière automatique ou C'est vrai que personnellement, je passe systématiquement par le CSR parce que je trouve que l'outil est super puissant. mmh. Il y a une question de Caroline. Pardon, faut que j'allume le micro. C'est pas une question, c'est juste pour compléter, pour faire pleinement le lien avec Audatis. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je vous voyais tous figés, mais vous êtes concentrés. Le catalogue Audatis, donc accessible depuis le site web, présente un nombre de fiches de métadonnées qui ne sont pas à l'échelle de chaque campagne, hein, ou à l'échelle de chaque fiche de métadonnées du SISMER, bien sûr. Mais dans ce catalogue, il y a aussi ce système de filtre à facettes où on ne présente pas, bien sûr, l'ensemble du vocabulaire contrôlé P01, par exemple, qui serait bien trop immense, mais à l'échelle de ce qu'on appelait les variables de découverte. Mmh. Et ces variables de découverte ont fait l'objet d'un travail avec la création d'un thésaurus également au BODC, dans une collection qui s'appelle OD1, donc une collection au même niveau que P01 par exemple. Et bien entendu, dans chaque fiche concept, donc dans le cas des données du système des carbonates, seront reliées avec les autres collections, les 01, ou les utilisateurs qui chercheraient à accéder à d'autres catalogues avec d'autres vocabulaires d'un autre niveau, plus étroit, pourront accéder à partir de la recherche du thésaurus Audatis. Donc tout n'est pas encore en place, c'est un travail en cours, mais ça avance très bien avec l'aide de Clémence Cotten, qui travaille, je crois, avec toi, enfin, en tout cas au CISMER. Oui, elle est aussi SMER, oui. Voilà.
J'ai vu la question, Pascal, qu'est-ce qu'une variable de découverte? C'est pas un nom tiré du chapeau, mais on va dire que c'est le premier niveau d'accès lorsque quelqu'un cherche à trouver une donnée. Ouais, c'est une première, c'est le P02, c'est une première famille de paramètres, quoi. Par exemple, tu as d'oxy pour oxygène dans la colonne d'eau. Ok. C'est assez global comme. C'est une définition, voilà, c'est un premier niveau de hiérarchie Et pour de pH, ça faire ton sera quoi? paramètre. Et ben, Alors, pH, il est dans alky. C'est ce que je montrais tout à l'heure. pH, il est dans alcalinité et acidité et pH de la colonne d'eau. D'accord. voilà. Et donc, pour les données de CO2 au sens large, on avait eu des échanges avec Thibaut et Claire. Et comme variable de découverte, dans le filtre à façade du catalogue Onatis, on avait fini par tomber d'accord sur système des carbonates pH marin. Ouais, et je vous dis, je pense qu'il y a aussi l'isotope, parce que là, il y a tout ce qui est le carbone, l'enrichissement carbone 13. Qui J'ai fait, vu oui, que une autre, j'ai vu une autre que j'ai vu entrée. que dans vos listes de données que vous envoyez à Glodap, j'ai vu qu'il y avait ça aussi. Donc. Ouais. Éléments traces et leurs isotopes. Ouais, voilà. Mais Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Claire, tu avais une question, je crois. Pas spécialement une question. Je dois avouer que tout ça est très abstrait pour moi. Je vois pas trop dans à quel niveau nous producteurs de données, on les utilise, ces codes ou ces vocabulaires. Alors, c'est vrai que pour les nouveaux utilisateurs, vous ne les utilisez pas. C'est nous qui les utilisons et c'est nous qui faisons le mapping pour vous. Après, quand c'est ça que je voulais mettre une diapo là-dessus, j'ai oublié. C'est par exemple, à force de travailler avec nous, après, ben, par exemple, avec les gens du programme Moose, ils savent exactement, bah, maintenant, parce que quand c'est des campagnes régulières, bah, par exemple, les campagnes oiseaux, ça va être le même cas. Vous mesurez à peu près toujours les mêmes paramètres. Donc, une fois que vous avez établi le mapping, bah, il est établi quasiment pour toute la vie de la donnée. Donc, du coup, cet effort est à faire au début. Et après, nous, ça nous simplifie pour envoyer les données bah, dans les catalogues européens. Mais c'est vrai qu'à votre échelle, vous ne les utilisez pas. Mais vous pourriez. Et donc maintenant, dans le cadre de Mousse, par exemple, je sais que Laurent Coppola, bah, il nous met ses intitulés de colonnes, comme nous, on arrive à mapper avec les P01 comme il faut. Et ouais, j'aurais dû vous montrer des exemples de fichiers, mais bon, je vous enverrai, une diapo là-dessus. Alors ensuite, dans l'ordre des mains levées, si je ne me trompe pas, il y avait Pascal à nouveau et après Nicolas. Bah, c'était pour répondre à Claire. Moi, je sais que pour Ovid, bah, j'ai utilisé un petit peu ça pour déclarer les données quand j'ai mis les données en DOI. Pour me faire les métadatas, j'ai regardé ce qui existait dans la base de données, parce qu'il y a des trucs, bah, le pH par exemple, je suis pas une spécialiste, donc je savais pas très bien comment le déclarer et comment. Donc en mettant tout de suite le bon nom, enfin vraiment à quoi ça correspond, ça évite les embrouillamini d'échelle, de problèmes de compréhension et comme ça, c'est directement mis sous le bon acronyme dans les bases de données après, mais. Voilà quoi, et puis aussi quand je fais les tableaux de paramètres chimiques, bah, j'essaye de mettre un nom qui ressemble à ce qu'il y a dans les bases de données, parce que c'est pas forcément très intuitif tout le temps. Donc c'est Ouais. le code paramètre, genre pH et quelque chose derrière. Voilà, c'est ça. Et il faut bien préciser quand tu déposes tes données sur un site de quel pH il s'agit. Et avant de savoir lequel, il faut voir tous ceux qui sont disponibles et puis voilà. Et puis si on ne sait pas, bah faut se renseigner. Puis ça prend du temps au début, mais après c'est fait quoi. Nicolas?
Vous m'entendez? Oui. Dans le système des carbonates, il y a des paramètres qui sont mesurés et il y a des paramètres qui sont calculés. Mm. Et dans les bases de données, soit on n'envoie que les données mesurées, mais il y a certains collègues qui envoient aussi des paramètres calculés. Et comment est-ce qu'on fait la différence dans les P0 X? Alors, justement, je sais pas si... je vous ai dit qu'on pouvait préciser la méthode à la fin. Je vais essayer de voir. Bon, je vais vous le dire, je vais le dire à l'oral. Pour le pH, par exemple, il y aura une des méthodes, ce sera by computation. Donc, du coup, ça veut dire que le paramètre, il a été calculé, il a été déduit des deux autres composantes, Et donc, il faut et donc il n'a pas rajouter, été mesuré. donc dans les métadatas, il faut expliquer comment on le calcule. Oui, bah alors, ça, c'est le mieux. En effet. Parce que c'est souvent demandé, en fait, ça. Après, moi, je sais que là, je vais au CISMER, donc dans la Banque nationale de physique-chimie. En général, on persiste plutôt les paramètres mesurés que les paramètres calculés. Donc, si dans votre fichier que vous avez envoyé, il y a tous les paramètres mesurés qui vous permettent d'obtenir le paramètre calculé, ben, on ne gardera pas le paramètre calculé. Donc voilà, nous, à la base, on est là pour archiver vraiment ce qui est mesuré et, et la mesure de base qui permet de calculer d'autres paramètres pour essayer d'éviter de grossir de plus en plus les données, les fichiers de données. Pascal, t'as levé à nouveau la main? Ouais, je disais, bah, j'ai lu quelque part, mais je ne sais plus où. C'est embêtant qu'il fallait éviter de mettre les paramètres calculés, justement. Donc Oui, ça confirme ce que tu dis. ouais, tout à fait. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, moi, j'en ai une. Je vois pas d'autres mains levées. Alors moi, c'est une question alors qui va peut-être paraître très technique, mais en fait qui a son importance. Alors pour le pH, où du coup je suis un peu plus au courant, mais j'imagine qu'il y a la même question qui se pose pour le P de CO2. Donc le pH, il dépend très fortement de la température. Donc en gros, quand on enregistre une donnée de pH, il faut lui associer un autre paramètre qui est la température à laquelle on donne ce pH. Et donc, en tout cas, avec ce que tu nous as montré là sur le pH, enfin, est-ce qu'on peut lier en gros deux données? C'est ma question, puisque dans le cas du pH, en fait, il faudrait systématiquement le lier avec une température. Oui, donc en fait, dans le vocabulaire, il y a aussi la température à laquelle le pH a été mesuré en laboratoire ou dans laquelle l'alcalinité a été mesurée. Donc ça, c'est un code P01 qui existe. Donc après, si vous nous fournissez un tableau avec bah, la température de mesure du pH, bah, nous, on a le code P01 pour le bancairiser. Et à ce moment-là, ils sont toujours associés, enfin, c'est-à-dire que quand ils vont être interrogés, il y a quelque chose qui apparaît qui permet de dire attention, ce pH, il est systématiquement associé à cette température. Ben, après, il est dans le fichier. Donc, c'est à l'utilisateur de. Après, le libellé du code, il est très explicite. Enfin, c'est écrit pH, température de mesure de oh, 2, 3, 4, de mesure du pH. Donc, après, enfin, en effet, il y a plein de colonnes. Après, c'est à l'utilisateur à bien utiliser les colonnes. Et c'est pour ça que c'est important de bien libeller vos. Enfin, c'est pour ça que nous, on fait tout ce travail de standardisation avec les codes très précis pour que l'utilisateur ne se trompe pas. Et je profite du coup d'avoir la parole pour ma deuxième question, parce que, alors, donc, pour moi aussi, vraiment, j'ai découvert beaucoup là. Donc, ce que ça veut dire tout ça, quand même, si j'ai vraiment bien compris, c'est que on peut avoir un nom qui est construit donc avec cette sémantique, un nom qui identifie exactement ce qui est mesuré. C'est ça l'idée. Oui. Et donc, l'intérêt, si, à part, en plus de donner un nom spécifique, ça veut dire que si maintenant nous, on sait exactement ce que l'on mesure, à quel nom ça correspond, si ça existe dans ce vocabulaire, mais qui a l'air déjà très riche,
ça veut dire qu'après, ça, c'est une clé pour aller rechercher ce paramètre. C'est-à-dire que ça, c'est une porte d'entrée après pour que les gens accèdent à ces données. C'est bien ça l'intérêt Oui, final. oui, oui. Et donc, et alors, est-ce que ça existe? Parce que donc, ça voudrait dire que bah, enfin, typiquement là pour cette communauté du CO2, on pourrait du coup alors créer vraiment dire précisément, puisque finalement on mesure quand même à peu près tous la même chose. À chaque fois que vous faites cette mesure, si vous la faites comme ça, il faut que vous renseigniez ce code-là. C'est ça l'idée. Et du coup, ça permettrait de retrouver beaucoup plus facilement ces données. Et donc, c'est ça que c'est la fin de ma question. Est-ce que une fois que tu as ce nom très précis, est-ce qu'on peut rendre obligatoire le fait d'associer des métadonnées à cette donnée? C'est-à-dire pour remplir le critère d'être un paramètre qui a ce nom-là, il faut que soient renseignées obligatoirement certaines métadonnées. Alors oui, mais après nous, ce mapping, on le fait, manuellement. Donc c'est nous qui nous assurons auprès du scientifique qu'il a bien mesuré dans ces conditions, ce paramètre pour bien associer ce P01 particulier. Donc on pose vraiment des questions, spécifiques. Donc c'est pour ça que quand, tout à l'heure Claire demandait, quelle est l'utilité de ces codes, si vous en amont, vous connaissez un peu ces codes et vous utilisez une partie du libellé, ça va permettre de faciliter nos échanges. On aura moins de questions à vous poser, enfin, donc après il y a pas, on a non, c'est nous c'est manuel, c'est nous qui contactons le scientifique pour vérifier qu'il s'est pas trompé dans son code, quoi. Mais en général, c'est plutôt l'inverse qui nous arrive, c'est qu'on n'a aucune information. Et du coup, tu parlais du CSR, le Quiz Summary Report. Ça, quand on déclare les mesures qui sont réalisées, donc on déclare une partie du libellé, mais pas la totalité, c'est bien ça? Non, oui, tout à fait. Il y a, d'accord. Ça pourrait pas être. Ça nous obligerait peut-être à s'habituer aussi au libellé. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je sais que je pense qu'il va y avoir des groupes de discussion, entre la flotte et Audatis pour voir jusqu'à quel point on va demander, du détail, au chef de mission, en fait. Justement pour permettre de pérenniser ce travail-là et d'être de plus en plus interopérable. Jusqu'à présent, on était très peu restrictifs, donc on demandait le minimum de données possible aux scientifiques pour qu'ils les envoient, en fait. On voulait pas que le fait de demander trop de détails, ce soit un frein à l'envoi des données. Mais là, maintenant, on se rend compte que ça demande énormément de travail de notre côté et du côté du scientifique aussi, parce qu'il faut qu'ils répondent à nos questions, parce que tant qu'on n'a pas de réponse à nos questions, on peut pas décider à leur place. Donc du coup, c'est pour ça que je pense que déjà, en juin dernier, il y a eu un premier atelier technique de la FOF avec Audatis. Il va y avoir des groupes de travail, constitués et ça va être un des sujets, de voir si on peut pas justement utiliser, au moins les groupes de découverte, les P02 et voir après si ça peut être aussi dans Sinoé, on a une réflexion là-dessus aussi, de se demander au moment du dépôt de données si on peut pas commencer à demander un peu plus de précision dans le libellé des paramètres, aux personnes qui déposent les données. Et je pense que ce serait plus facultatif là que obligatoire parce qu'il ne faut pas décourager la personne à déposer ses données. Donc voilà, il faut réussir à trouver le bon compromis entre. Mm. Mais après, le plus facile, c'est vous en fait. Quand je dis vous, c'est toi, Claire et Nicolas, et je sais plus qui sont les autres chefs de mission. Je suis désolée. Pour les campagnes oiseaux, c'est des campagnes récurrentes. Donc là, le travail, il va être gros au début. Il y aurait tout le mapping à faire. Mais une fois qu'il est fait, enfin, il suffit de le réutiliser d'une année sur l'autre. Bien Donc, sûr. ce serait idéal. Enfin, voilà. Et moi, j'avais même en tête une vision idéale dans le SGC qui serait de pouvoir dupliquer, une fois que vous avez rempli vos codes, de pouvoir dupliquer d'une année sur l'autre quand vous avez une campagne récurrente. Ça, vous n'avez pas tout à remapper.
Dans le SGC, c'est déjà le cas, hein, on peut Ouais, tester mais quand on généralement. aura, enfin, si on met en place ce système plus, plus Plus avancé. précis. Mm. Et c'est moi qui ai une question pour vous. Je voulais vous demander, parce que là, dans le cas des monnaies de chimie, on se rend compte que on a des manques. Justement, le pH, souvent, on nous précise pas l'échelle. Donc là, maintenant, dans les codes P01, on voit bien, on précise bien ça. Après, je sais qu'il y a tous les paramètres auxiliaires. Donc, Thibaut, tu as parlé de la température. Mais est-ce que vous auriez une liste de ce que j'appelle paramètres auxiliaires, justement, de la donnée mesurée autour de cette donnée principale, telle que le pH, l'alcalinité, qu'il faudrait et qu'on vérifie qu'on l'ait et si elle n'y est pas, qu'on la crée? Est-ce que je peux me baser, par exemple, sur, les fichiers qu'a envoyé Nicolas? Est-ce que c'est tout? Je sais pas, j'ai pas regardé encore, s'il y avait, la température. Est-ce qu'il y a d'autres mesures, auxiliaires que vous devez envoyer aux entités internationales ou pas? Ou qui vous semblent importantes pour pouvoir exploiter les données? Ben, alors, je peux faire une première réponse là-dessus. Donc, quand une fois les mesures de paramètres du système des carbonates faites, si on veut calculer d'autres paramètres, on va avoir besoin d'un certain nombre de paramètres auxiliaires. Donc, typiquement la salinité, les salinifiants. Enfin, je pense que c'est ceux qui étaient renseignés justement dans les fichiers que tu as envoyés, Nicolas. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de paramètres qui sont indispensable pour ensuite pouvoir dériver d'autres paramètres à partir de ce qui a été mesuré. Donc, ils sont pas énormes, mais il y en a un certain nombre qui sont indispensables. Et après, il y en a certainement d'autres qui aident à l'interprétation ou qui permettent de faire plus de calculs avec ces données. Donc, on peut penser par exemple aux concentrations d'oxygène dissous ou à des choses comme ça enfin, je pense qu'il y a deux niveaux de paramètres à associer, mais oui, effectivement, il y a toute une liste à faire qui n'est pas infinie, mais qui est quand même conséquente, certainement. Et je pense que c'est en grande partie ce qui est demandé dans le fichier qu'avait transmis Nicolas, mais je laisse d'autres personnes peut-être plus expertes encore te répondre. Euh, sur les données qui sont transmises à SOCAT pour le P de CO2 de surface, il faut la température, la salinité et la pression atmosphérique. Et généralement, il faut associer la température de mesure avec la température dans les cellules d'équilibrage. Donc, il faut avoir les deux températures, la température in situ et la température de mesure. Et ça, c'est des paramètres qui sont listés dans les métadatas. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? J'aurais juste une dernière, c'est concerne les flags. C'est également géré dans les bases. Oui. Enfin, alors c'est pas persisté en base de données, mais c'est dans les fichiers des données. Et est-ce qu'il y a un code, des codes? Ah oui, oui, oui. Ah bah alors, Est-ce j'ai qu'on- hésité à la remettre l'échelle. est- Je l'ai pas remise. Il est Si. conseillé de suivre un code pour les flags, quoi. Oui, après, alors, nous, on utilise le code, SIDATANET qui ressemble énormément, au code, à l'échelle de flag Argo. En fait, et si vous allez, en fait, toutes ces échelles de flag, il y a des mappings qui existent entre elles. Et donc nous, c'est SIDATANET qui était recommandé à l'origine, hem, par Iod. Et après on a rajouté des codes, par l'expérience, en fait. Donc nous, ça va de 0 à 9. 0, c'est il y a pas eu de contrôle qualité. 1, c'est des flags, pour dire si la donnée est de bonne qualité. 3, données douteuses. 4, données mauvaises. Et après on a rajouté, ce qui est d'ailleurs
intéresse là, le système des carbonates. Tout ce qui est les flags 6 et Q. Donc 6, c'est pour dire en dessous de la limite de détection de la méthode d'analyse. Et Q, c'est pour en dessous de la limite de détection, de quantification de la mesure analytique. Donc voilà, on a aussi toute une échelle de flags et dont les mappings existent déjà avec toutes les autres échelles internationales qui peuvent exister. Et merci. Donc c'est mapping, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, par exemple, dans alors Argo, c'est pas un bon exemple. C'est vous avez avoir ah, j'ai pas d'exemple concret. Bon, on va dire au hasard. Enfin, mais je sais pas quel système. Je sais pas dans GoShip, je sais pas si dans OCC HDO, ils ont sûrement une échelle de flag. Et ah ben c'est ça, eux, le 0, eux, leur 1, le 1, ça veut dire donner de bonne qualité, alors que chez nous, non, c'est l'inverse. Eux, le 0 veut dire donner de bonne qualité, alors que chez nous, le 0, enfin chez nous, dans l'échelle CIDATANET, 0 veut dire qu'il n'y a pas eu de contrôle qualité. Donc en fait, s'il y a ce mapping-là, on n'utilise pas, enfin les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 n'ont pas les mêmes libellés. Donc chaque code ne correspond pas au même libellé d'une échelle de flag à l'autre. Et donc, si je comprends bien, si le mapping a été fait, ça veut dire que si tu mets un flag et que tu associes une échelle de flag, ce flag, il peut être converti de manière automatique, entre guillemets, entre les différents systèmes de flag qui existent. C'est ça que ça veut dire? Exactement, oui. Et par exemple, je sais que je sais pas si vous connaissez, enfin, je pense ODV, donc Ocean Data View, développé par AWI. Nous, dans le cadre d'un projet européen et monnaie de chimie, on l'utilise énormément cet outil pour faire notre contrôle qualité et l'agrégation des données. Et ben, si vous regardez dans la page d'aide du logiciel, il y a tout un manuel sur le mapping entre les différentes échelles de flag qui existent à Argo, GTSPP, CIDATANET, celui du CCHDO. Donc voilà, je vous recommande d'aller le voir. Moi, je l'utilise régulièrement. Donc en fait, ce qui est important d'utiliser des choses standardisées, c'est que vous allez pouvoir avoir ces mappings qui existent entre les différents standards, que ce soit des standards européens, internationaux. Alors que si vous continuez à utiliser des codes locaux, bah, voilà, c'est plus compliqué de faire le mapping. Après, voilà. Nous, en tant que Centre national de données, on pourra vous conseiller, vous dire bah, tel mapping existe. Et, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? Julie, tu seras d'accord, il y a une question de Thierry. Oui, bonjour à tous. En 2022, il y a une publi qui est sortie là, qui parlait justement c'est un peu le sujet, hein, des bonnes pratiques sur les formats de données. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, Ouais, oui, donc ça fait une liste en fait de tous les paramètres avec les codes, etc. Donc je sais pas, on peut la mettre en lien pour voir si ça vous intéresse, hein. Donc ah, ça, je l'ai déjà, hein. Enfin, moi, si vous me parlez à moi, pour la je la communauté, connais en fait, déjà c'est très bien. pour la Mais oui, communauté. oui, pour le reste, oui, pardon. Voilà. Donc c'est écrit par, alors je suis peut-être mal prononcé, Li Qingyang. Et donc ça liste notamment les paramètres du carbone avec justement les paramètres associés qu'il faut ajouter et les métadatas. C'est ce que j'utilise généralement pour constituer mes tableaux de données. Donc je pense que c'est intéressant. Et donc, si pour aller dans ce que tu dis, Thierry, et Julie, tu confirmeras, ça veut dire que théoriquement, de cette publication, si on considère que c'est les bonnes pratiques qu'il faut employer, il pourrait être associé un de ces mots magiques de CIDATANET pour dire bah, si je mesure ce qui est écrit dans cette publication, je donne ce code CIDATANET. Justement, ça permettrait de constater s'il y a la précision nécessaire, soit dans la publication, soit dans le vocabulaire CIDATANET, c'est ça? Complètement. J'ai commencé à faire cet exercice et je pense que j'essaierai de le finaliser l'année prochaine.
Bah ouais, parce que c'est vrai que cet exercice, du coup, bah, Et si tu as commencé à le faire, c'est super, parce que c'est vraiment typiquement ce genre de document qu'après, il faudrait qu'on puisse partager là pour ce CES, pour dire, bah, selon cet article de bonne pratique, vous pouvez adapter et mettre les codes pour communiquer plus facilement avec le SISMER et avec une partie de base de données, quoi. ouais, et du coup, je me permets de rebondir là-dessus pour dire que, en fait, la philosophie des formats de fichiers aussi que nous, on utilise pour diffuser les données qu'on a bancarisées, c'est, on garde le principe d'essayer d'avoir un code local. Donc nous, au Sismer, on travaille avec les P09. Donc, mais après, je sais qu'il y a d'autres centres de données qui, en code local, utilisent vraiment le code, fourni par le scientifique. Bon, après, ça dépend des centres de données. Mais ce qui est important, en fait, c'est d'avoir les 2. C'est d'avoir le code local qui peut être ce que vous voulez avec des espaces, des underscores, mais il faut vraiment avoir toujours systématiquement ce mapping avec des vocabulaires standards, bah, pour pouvoir après être interopérable et comparer vos données avec d'autres systèmes, parce que ce qui est imp c'est je pense que c'est l'étape d'après de cette publication. J'en ai discuté en fait, il se trouve que j'en ai discuté l'année dernière avec une collègue du BODC, qui est en contact avec j'ai oublié son nom, avec, avec l'auteur principal de la publi, et ils sont en train de réfléchir, bah, justement à proposer un mapping, donc je ne sais pas si c'est moi qui vais le faire ou si c'est pas ma collègue du BODC, on va voir, qui va faire ce mapping avec les vocabulaires de CDataNet, et pour proposer quelque chose de plus standard. Parce que vous aurez systématiquement, enfin moi en tant que centre de données, on reçoit les données, enfin, il y a des gens qui aiment bien mettre des underscores, il y en a qui aiment pas, qui mettent des espaces. Donc il y aura, bah oui, des bonnes des une public qui dit qu'il y a des bonnes pratiques et qu'il faut pas mettre d'espace et qu'il faut mettre des underscores, bah, il y aura toujours quelqu'un qui mettra des espaces. Donc il y aura forcément toujours besoin de ce travail de standardisation derrière, et donc je pense que c'est une deuxième étape à cette publication d'essayer justement de proposer des standards, liés à chaque métadonnée et données, recommandées. Est-ce qu'il y a encore des questions? Une suggestion, une demande, peut-être soit Julie, soit Thierry, partager cette publication par mail à la liste de diffusion plutôt que ici dans le chat, dont on garde pas de mémoire. Non, c'est fait, là. Je viens de l'envoyer. Ok, impec, merci. Une dernière question? Je n'en vois plus. Bah, je pense on va pouvoir conclure bah, en te remerciant pardon, très vivement, Julie, parce que c'est vrai que bah, ouais, enfin, en tout cas, c'était vraiment utile d'avoir ces discussions et ouais, je vais aller explorer ce site SIDATANET là. Et bah, je pense qu'il faut garder en tête effectivement que le Ah, je J'ai vous ai perdu la perdu? connexion. Oui. Ah oui, moi Oui. aussi. Non, c'est Thibaut qu'on a perdu. Ah oui. que vous m'entendez à nouveau? Ça y est, oui. Oui, d'accord. Je disais juste que oui, je pensais que typiquement là, ce qu'on a discuté à la fin de Ah, pas de chance. Le suspense de la fin de session. C'est clair. Il y a de l'orage à Marseille. Alors, c'est assez rageant parce que moi, je vous entends tout le temps, mais je sais pas si vous m'entendez du coup. Non. C'est Non, revenu. ça avait recoupé, là t'es revenu. Ah, je suis revenu. Bon, je crois que définitivement, ils ne veulent pas que je dise un mot de conclusion. Joël, peut-être que tu voulais ajouter quelque chose. Je t'ai vu allumer ta caméra. Non. Non, non, c'était juste pour remercier Julie. C'était très intéressant et c'est vraiment ce qu'on doit appliquer sur les données d'Audatis, hein. C'est ce qu'on avait recommandé
depuis le début de Datis, hein, depuis le premier atelier que tu avais fait et c'est vrai, il n'est pas sur le site web, le tout premier. Pas Parce que grave, hein. je crois qu'on n'était pas encore opérationnel au niveau des ateliers Le site techniques à web ce n'existait moment-là. pas en fait. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une bonne piqûre de rappel. Et oui, la standardisation des données et des métadonnées, ça, on y travaille aussi dans Datis et beaucoup dans le cadre de Gaia Data, puisque on doit mettre en place des modèles pivots pour les données et les métadonnées. Et ça passe par des vocabulaires contrôlés et par des thésaurus et des choses comme ça. Donc, on va tout doucement vers ce genre de protocole à mettre en place systématiquement sur l'ensemble des données que l'on gère. Et dans Audatis, on essaye de faire aussi cet effort dans les CDS pour arriver à mieux bancariser et mieux fériser les données, hein, puisque c'est le gros mot à la mode en ce moment. Donc, tout ça, c'est quand même assez important et à prendre en compte aussi pour les données de CO2 et de pH, parce que c'est pas simple de s'y retrouver dans ces données-là. Moi, pauvre physicien, je suis un peu perdu avec tout ce qui est cette branche-là de l'océanographie, j'avoue. Ouais, bah, moi la première. Parce que j'étais dans les monnaies de chimie et je dois faire des produits agrégés, bah, notamment sur le pH. Et alors au début, c'était pas Non, évident. il y a tous les protocoles aussi, la façon d'obtenir le pH. Enfin, j'avais été estomaqué la première fois qu'on avait fait la réunion CO2 en présentiel d'ailleurs. J'avais vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses. J'avais appris beaucoup de choses, donc là, bah, on va continuer là-dessus, hein. Heureusement, il y a des spécialistes en France qui font ça très bien, donc. Voilà. Et du coup, juste pour conclure moi aussi, bon, on est une équipe réduite, on est 2. Mais après, on est de bonne volonté, donc faut pas hésiter à nous contacter pour vous accompagner à faire du mapping ou bah, si après ça peut être l'occasion si vous nous envoyez vos données, pour qu'on les bancarise, ben, du coup, le mapping sera fait donc voilà, on est là. J'ai mis à la fin de ma présentation, les emails, de contact donc faut pas hésiter à nous solliciter. Il faut pas rester dans votre coin à galérer à trouver un code ou je ne sais quoi donc voilà, faut pas hésiter à nous contacter. Ok, bah merci pour ces mots de fin. J'ai encore une question très technique. Julie, tu es host et est-ce que tu peux me remettre host pour que je puisse, je crois, récupérer l'enregistrement si j'ai tout bien compris? Et est-ce que tu voudras, Julie, aussi nous transmettre le support de présentation? Oui. Parce que c'est vrai que c'est assez confortable de pouvoir regarder les présentations sans devoir regarder toute la vidéo. Et voilà, je pense que ça sera tout. Alors voilà, je suis redevenu host, donc je vais pouvoir stopper également l'enregistrement. Alors, attends, Et- Thibaut, peut-être une dernière chose. Merci, Julie. Le prochain rendez-vous, ça serait a priori, on n'en a pas parlé, mais au printemps, pour une synthèse des différentes activités. Ouais, à définir, mais effectivement, c'est l'idée effectivement de garder cette dynamique pour 2024 aussi, et peut-être